Et Pascal, il faut. Voilà, très bien. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de construction hors site. Est-ce que vous pourriez passer la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà, donc je suis le dirigeant de Patch Conseil, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la construction hors site. Slide suivante. Et le Patch Conseil fait partie d'un petit groupe qui s'appelle le groupe hors site, qui accompagne en fait le mouvement vers la construction hors site. Et nous avons trois activités. Nous éditons le magazine hors site. Nous avons également une école de formation qui s'appelle le Campus hors site, et puis l'activité de conseil de Patch Conseil. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un du béton, hein, je suis plutôt quelqu'un du bois, et je suis le fondateur de l'entreprise Au Savoir, que j'ai créée en 1981 et que j'ai développée pendant 30 ans. Et quand on fait de la construction bois, en fait, ce que l'on fait avant tout, c'est qu'on préfabrique dans un atelier et on assemble ensuite sur site. Et en fait, moi j'ai cédé l'entreprise en 2012 et depuis je me suis vraiment intéressé à l'industrialisation de la construction et j'ai découvert le monde du off-site building qui était en train de se développer dans le monde entier, qui n'était pas véritablement apparu en France. Et donc, c'est ce que nous avons essayé d'apporter en France, ce nouvel écosystème, finalement, qui est un écosystème qui pense préfabrication avant de penser chantier. Alors, pourquoi est-ce que ça se développe aujourd'hui? Slide suivante, s'il vous plaît. Vous savez qu'on a à faire face à de nombreux enjeux aujourd'hui et les bâtiments, finalement, vous le voyez sur cette slide, les bâtiments que l'on construit aujourd'hui sont des bâtiments qui sont devenus une très très grande complexité, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est très flagrant sur cette slide. Vous voyez, l'Empire State Building a été construit en 13 mois. Et aujourd'hui, pour faire une tour de la même taille, il faut 5 ans. Ça veut dire qu'on met 5 fois plus de temps. Et les raisons, c'est que finalement, on construit des bâtiments qui sont d'une très très grande complexité, mais on continue à les faire avec les méthodes qui marchaient très très bien quand les bâtiments étaient simples. Et ça, aujourd'hui, ça marche de moins en moins bien. Et on va voir la slide suivante. Le résultat, c'est qu'on a une productivité de la construction qui est en train de se casser la figure. Alors sur ce graphique, on voit une baisse de productivité de 20% en 20 ans en France. C'est lié bien entendu à cette complexité de nos bâtiments, mais c'est aussi lié à une main-d'œuvre qualifiée qui est en train de disparaître, qui est en train de partir à la retraite et qui n'est pas remplacée par les jeunes parce que les jeunes sont peu attirés par ces métiers du bâtiment qui sont difficiles, qui sont pénibles, etc. Et cette baisse de productivité, bien sûr, elle entraîne une baisse de qualité, une augmentation des délais, une augmentation des coûts et une réduction des marges des entreprises. C'est que les entreprises aujourd'hui ont des marges extrêmement faibles. Slide suivante, s'il vous plaît. En fait, on a tellement de défis à relever aujourd'hui. On doit faire, bien sûr, l'enjeu numéro 1, c'est bas carbone, hein, c'est neutralité carbone le plus rapidement possible. Mais on voit aussi que les bâtiments doivent être évolutifs, adaptés, adaptables. On doit penser économie circulaire, fin de vie. On a aussi tout le sujet de ce qu'on va appeler le smart, hein, le smart building, les smart cities. Tout ça, ce sont des enjeux excessivement importants et rapides, aussi bien d'ailleurs pour la construction que pour la rénovation. C'est que l'un des enjeux principaux pour atteindre la neutralité carbone, c'est la rénovation thermique. Et dans le monde entier, il y a de nombreuses personnes, de plus en plus, de nombreuses entreprises qui pensent qu'une des solutions, c'est la construction hors site. Slide suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement construire hors site? Eh bien, c'est vraiment très très simple. C'est au lieu de tout faire sur le chantier, on va apprendre à fabriquer des éléments dans un atelier, dans une usine. Ça peut prendre 1000 formes. Bien sûr, on parle là de préfabrication, mais on parle de préfabrication moderne avec les outils d'aujourd'hui, notamment les outils digitaux, avec demain la robotique. Et on parle surtout de composants à forte valeur ajoutée. Vous voyez ici, par exemple, des modules. Ces modules intègrent l'ensemble des corps de métier quasiment, et on va gérer ces corps de métier en usine et non plus sur le chantier.
Slide suivante, s'il vous plaît. Ça repose sur quelque chose d'extrêmement simple. C'est l'efficacité des ouvriers. Vous savez que dans une usine, bien sûr, les ouvriers sont dans des conditions excellentes, des méthodes de travail excellentes, et dans les meilleures usines, on arrive à atteindre 80 voire 85% d'efficience. L'efficience, c'est le rapport entre le nombre d'heures pour lequel l'ouvrier est payé et le nombre d'heures pour lequel il fait de la valeur ajoutée. Eh bien, c'est 80 à 85% dans une usine. Et le chiffre qui est à côté est assez invraisemblable, mais sur un chantier, c'est seulement une vingtaine de pourcents. Ça veut dire qu'il y a 80% de temps qui n'apportent pas de la valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. Ils sont des fois en train de déplacer des matériaux d'un endroit à l'autre sur le chantier. Ils sont en train de grimper dans les escaliers pour aller au 5e étage pour faire leur salle de bain. Et ça, ce n'est pas de la valeur ajoutée. Donc l'idée du hors-site, c'est d'amener des conditions de travail bien meilleures dans les ateliers, dans les usines, avec cette perspective d'augmenter la productivité. Slide suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, on peut quasiment tout faire. On a des exemples tout à fait incroyables dans le monde entier, où on fait des maisons, on fait des logements collectifs. Vous voyez ici sur la droite, par exemple, ce sont 2 tours de 45 étages qui ont été construits en moins d'une année à Londres. Mais on sait aussi faire à gauche, par exemple, en bas, c'est un collège qui a été réalisé à Lyon par Haut-Savoie et Bouygues, d'ailleurs, qui a été réalisé en période Covid en moins d'une année, ce qui est tout à fait exceptionnel. On peut faire des hôpitaux, on peut faire des écoles, on peut véritablement tout faire. C'est simplement une approche différente. Slide suivante. On va aussi, bien sûr, pouvoir faire vraiment différents types de composants. Alors, bien entendu, dans la construction en béton, vous faites déjà tout un tas de choses, hein, des prémurs, des escaliers préfabriqués, etc. Tout ça, c'est bien sûr des éléments fabriqués hors site, mais on peut aller beaucoup plus loin avec des ouvrages à forte valeur ajoutée. Vous voyez par exemple ici des balcons. Il y a une entreprise, par exemple en Angleterre, qui a tweeté la semaine dernière qu'elle avait posé 409 balcons en une semaine. C'est complètement incroyable, et tout ça, bien sûr, c'est parce que les balcons sont préfabriqués en usine. On peut aussi préfabriquer des gaines techniques, des façades, etc. Slide suivante. Les avantages sont très nombreux. On va améliorer la qualité, on va réduire les délais, on va livrer avec beaucoup moins de réserves. Pour les entreprises, ça va leur permettre d'améliorer leur marge. Bien sûr, pour les ouvriers, plus de sécurité, plus de confort, moins de pénibilité, moins de transport. Ça va aussi donner de l'attractivité aux jeunes. Ils vont avoir plus envie de venir travailler dans de bonnes conditions plutôt que de travailler sur un chantier dans des conditions difficiles. Slide suivante. Par contre, il faut véritablement comprendre que c'est un nouveau paradigme. Aujourd'hui, dans la construction, on est tous centrés sur le chantier et on élève au plus haut des cieux le culte du sur-mesure. Et dans l'industrie, en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. On va apprendre à avoir des organisations beaucoup plus collaboratives et on va comprendre et utiliser le terme de standard et de standardisation qu'on n'aime pas bien dans le bâtiment, mais qui est vraiment la réussite de l'industrie, et je vais essayer de vous l'expliquer. Slide suivante. Aujourd'hui, les freins principaux, en fait, ce sont nos habitudes et nos organisations. En gros, un projet immobilier, ça démarre toujours d'un besoin et d'un foncier. On va avoir un maître d'ouvrage. Ce maître d'ouvrage va faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre. Et l'équipe de maîtrise d'œuvre va nous concevoir un bâtiment qui est quelque part un bâtiment prototype à chaque fois. Et les entreprises de bâtiments savent parfaitement répondre à ça. Sauf que c'est de plus en plus difficile, et pour résoudre l'équation économique, eh bien, on a une pression terrible qui s'exerce sur l'ensemble des acteurs de la supply chain. Et finalement, cette organisation-là, quelque part, elle empêche l'industrialisation, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Slide suivante. En fait, si on veut produire un élément à forte valeur ajoutée, comme par exemple ici une façade ou une salle de bain, ou bien encore mieux un module de logement ou de chambre d'hôpital par exemple, eh bien il va falloir apprendre à optimiser le composant que l'on veut fabriquer. Or, on n'est pas organisé comme ça. On optimise chacun dans son métier. Et là, tous les métiers sont réunis et il faut en fait apprendre à optimiser chacun des composants pour réussir. Slide suivante. Et en fait, les 3 piliers de l'industrialisation, c'est extrêmement simple, ça repose sur 2 mots,
c'est le mot répétition et volume. C'est parce qu'on va répéter les choses qu'on va être capable de faire du volume, et c'est parce qu'on va être capable de faire du volume que l'on va être capable d'améliorer le coût et de réduire, comment dirais-je, améliorer la qualité et réduire le coût. Et pour ça, on utilise des outils qui viennent du monde industriel. Suivante. Il faut en fait comprendre leur site comme étant une passerelle entre le monde de l'industrie et le monde du bâtiment. Quelque part, le monde du bâtiment a besoin de faire des opérations toujours spécifiques et l'industrie a besoin de faire des choses toujours les plus identiques possibles. Et bien en fait, c'est le digital qui va nous permettre de concilier les deux et quelque part d'apprendre à faire des bâtiments spécifiques avec des composants qui, eux, vont être des composants standardisés. Suivante. Alors aujourd'hui, on peut aller très loin. On commence à voir arriver des robots dans les usines. Je vais vous poser une question. Combien d'heures faut-il, par exemple, pour produire une petite maison individuelle? Allez-y, slide suivante. Eh bien, en fait, il faut à peu près 1000 heures. Combien de temps faut-il pour fabriquer une voiture? Allez-y. Eh bien, il faut 25 heures. Vous voyez le gap entre les deux. L'idée, c'est de réussir à transférer en usine des tâches pour améliorer notre productivité et du coup améliorer nos produits et les conditions de travail des ouvriers et les marges des entreprises. Je pense que je vais être à peu près au bout. Alors les clés du succès, pensez préfabrication plus que chantier. Dès le premier coup de crayon, apprenez à travailler en mode collaboratif avec les maîtres d'ouvrage, les concepteurs et les industriels. Et surtout, il ne faut pas opposer le bâtiment et l'industrie. En fait, on ne va pas faire des bâtiments 100% dans des usines, ça n'a pas de sens. Par contre, on va apprendre à intégrer de plus en plus d'éléments et de composants qui vont être fabriqués efficacement dans des usines. Voilà, dernière slide, je crois. Eh bien, c'est la slide de questions-réponses. Alors, la construction, ce n'est pas prêt de changer, on a toujours fait comme ça. Mais est-ce que le moment aujourd'hui n'est pas venu finalement de vraiment se remettre en question? Merci beaucoup Pascal pour ces enseignements et cette vision. J'invite les uns et les autres on a quelques minutes pour poser des questions. Vous pouvez les poser en direct ou via le chat comme vous préférez. Et moi j'ai déjà une première question pour Pascal, c'est comment on arrive à concilier finalement cette théorie qui est enviable, et on voit qu'à l'étranger, ça a des projets qui développent bien, avec des cycles projets qui aujourd'hui restent fragmentés. Comment sur une opération on arrive à faire plus d'industrialisation que ce qui avait été prévu au départ? C'est ça. Alors en fait, il y a une très très grande différence entre l'organisation du bâtiment et l'organisation de l'industrie. Dans le monde du bâtiment, on travaille finalement à l'affaire. Et chaque fois qu'on a un projet, finalement, c'est quelque chose de nouveau. Et on va avoir tendance à reconstituer des équipes nouvelles avec les systèmes d'appel d'offres. Et puis, on va aussi avoir tendance à un peu réinventer l'eau chaude pour faire finalement un bâtiment qu'on va quelque part réinventer de la cave au grenier à chaque fois. Dans l'industrie, ça ne marche pas du tout comme ça. On raisonne non pas à l'affaire, mais on va raisonner dans une démarche produit. C'est-à-dire qu'on va penser ces produits et ces produits, on va les mettre sur le marché. Et ça, c'est tout à fait possible dans le bâtiment. Vous avez par exemple des acteurs, je vous prenais l'exemple de ces Anglais qui ont mis au point des balcons. Eh bien, ils ont mis au point un catalogue de balcons, ils ont analysé le marché, ils ont dit qu'est-ce qui répond le mieux au marché en termes de balcons. Ils ont fait un gros travail. Et puis, ils ont mis au point finalement un catalogue de balcons. Alors, c'est fabuleux parce qu'en plus, ils ont un configurateur. Vous pouvez jouer avec le configurateur. Et puis, vous passez votre commande et votre balcon va arriver et il va être complètement terminé et livré avec une qualité probablement incroyable. Donc, vous voyez, on rentre dans une démarche produit. Et c'est sans doute ça qui est le plus difficile, c'est que dans le bâtiment, on n'a pas cette habitude-là, on raisonne vraiment à l'affaire. Et ça, il faut réussir à changer. Et c'est possible en allant vers par exemple des conceptions-réalisations ou des accords cadres sur des durées longues. Donc ça exige que d'une part, les maîtrises d'ouvrage s'ouvrent à d'autres modes de contractualisation, et est-ce que les industriels soient prêts à avoir ces catalogues, quoi, finalement. Tout à fait, exactement. Alors les maîtres d'ouvrage aujourd'hui sont de plus en plus intéressés par la construction hors site, et la première chose que nous leur expliquons quand nous faisons des formations ou quand nous faisons de l'accompagnement, c'est qu'il faut changer leurs habitudes d'achat.
Voilà. Et ça, aujourd'hui, ils sont de plus en plus prêts à l'accepter, à l'entendre, d'autant plus que la réglementation nous le permet, avec la loi Elan, la loi ESSOC. Aujourd'hui, il est vraiment possible d'acheter autrement pour les maîtres d'ouvrage, y compris les maîtres d'ouvrage publics. Très bien, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat, mais restez avec nous et puis j'invite les uns et les autres. Avec plaisir.